Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi des choses que tu peux mettre en place pour provoquer ta régularisation. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, bienvenue à toi. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner si c'est un sujet qui t'intéresse. Tout de suite, on passe à la vidéo. Quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour provoquer ta régularisation? Pourquoi est-ce que je parle de provoquer ta régularisation? Parce que je crois profondément que la régularisation, en fait, c'est quelque chose qui va s'arracher. Je n'ai jamais entendu une histoire où le préfet a tapé à la porte de quelqu'un et lui a dit, Monsieur, Madame, voilà votre titre de séjour sur un plateau. Donc vraiment, c'est pour dire que je crois que pour te régulariser, il va falloir que tu te battes, il va falloir que tu te bouges en fait simplement. Donc avant de partager avec toi ces quelques éléments, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée pour illustrer mes propos. Donc, la première fois que j'ai reçu l'OQTF, donc en 2017, j'ai contacté un avocat et on a mis en place une stratégie pour que je me régularise. Et je me rappelle qu'après ça, je suis rentrée à la maison et tout ce que je faisais, c'était que j'appelais mon avocat régulièrement, j'allais le voir pour lui demander où est-ce que ça en était, si on avait déjà un retour du tribunal administratif. Mais à part ça, je ne faisais rien d'autre. Je passais quasiment mes journées à la maison et pour moi, en fait, c'était quelque chose qui allait se régler assez rapidement. Sauf qu'au bout d'un an, je me suis rendu compte que mais finalement, il y a toujours pas d'évolution. Et j'étais un peu triste parce que j'avais l'impression que j'ai passé un an à ne rien faire en fait. J'ai passé un an à attendre. Oui, c'est vrai, j'attendais que mon dossier se débloque, qu'il y ait une suite, mais je ne faisais rien d'autre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher, en fait, à poser des questions, à me renseigner auprès de mon avocat pour voir s'il y a des choses que je pouvais faire qui allaient accélérer ma régularisation, que je pouvais faire à mon niveau. Et donc, je me rappelle que mon avocat m'a dit, tu sais, tu as une procédure en cours, c'est vrai, mais vu que tu as droit à une autorisation provisoire de séjour, donc une APS, tu peux toujours, pendant que la procédure, le dossier qu'on a lancé est en cours, tu peux toujours aller dans une autre préfecture demander un titre de séjour, donc une APS. Et donc, c'est comme ça que j'ai cherché à avoir une adresse dans une autre ville pour pouvoir introduire donc ma demande d'APS, d'autorisation provisoire de séjour. Et je me rappelle que je suis arrivée dans cette préfecture-là et je suis tombée sur un agent préfectoral vraiment très gentil, très compréhensif. Et il m'a regardé, il a vraiment eu pitié de moi en fait quand je lui ai expliqué un peu. Et il m'a dit, écoute, je vais aller parler à ma chef, je te garantis rien, mais je vais essayer de faire mon maximum pour que tu aies ton APS aujourd'hui. Donc il est entré dans le bureau de sa chef et moi j'étais là dehors, j'avais les mains qui tremblaient, je priais en fait que ça marche quoi. Et quand il a fait un bon moment quand même hein, dans son bureau. Et quand il est ressorti du bureau, il avait le visage décomposé et je savais déjà ce qu'il allait me dire. Et il m'a dit, je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu faire quelque chose pour toi. Et il m'a dit, ça me fait de la peine parce que si tu étais juste venu quelques mois avant, j'aurais pu te donner ton APS. Et il m'a dit, en fait, c'est parce que ça fait déjà un an que tu as fini les études. Sinon, j'aurais pu te donner l'APS si on n'avait pas encore dépassé le délai d'un an. Et là, franchement, j'étais tellement mal. Je me rappelle, je suis sortie de la préfecture, je pleurais, mais vraiment, je pleurais comme un bébé, quoi. J'avais l'impression que c'est la fin de ma vie. Mais en fait, j'étais mal, pas seulement à cause du refus, mais je me sentais coupable. J'avais l'impression que je suis restée un an à la maison en train de rien faire, alors que j'aurais pu commencer à me poser ces questions-là qui m'ont amené à chercher d'autres solutions. J'aurais pu commencer à m'interroger un peu plus tôt en fait. Et si je l'avais fait, j'aurais certainement eu rapidement l'idée d'aller dans une autre préfecture et j'aurais eu mes papiers en fait. Donc c'est pour dire que
je t'encourage vraiment, si tu es dans la même situation, ne reste pas à la maison. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Ok, je sais que c'est difficile. Je sais que quand tu es sans papier, c'est compliqué financièrement, il y a beaucoup de contraintes, tu ne peux pas voyager, peut-être que ta famille te manque, ça fait des années que tu n'as pas vu les tiens, je sais pas moi, peut-être que même le logement c'est compliqué, je sais, et psychologiquement, oui, c'est très difficile, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu as besoin des moments, par exemple, pour pleurer, même s'il y a des moments où tu vas craquer, ne baisse pas les bras. Si ton objectif, c'est vraiment de te régulariser, il va falloir que tu sortes et que tu te battes. Comme je dis toujours, être sans papier, en fait, ou bien le parcours vers la régularisation, c'est un combat, en fait. Et quand on est dans un combat, on a besoin d'être concentré. Il ne faut pas être distrait. Moi, je dis souvent que c'est un moment où même ton entourage, les activités que tu fais, tu dois les choisir minutieusement. S'il y a des choses qui te ramènent en arrière, ou des choses qui ne te font pas avancer. Je prends un exemple. Par exemple, tu as des amis qui savent que tu es sans papier. Au lieu de t'aider à chercher des solutions, ils vont tout le temps te proposer, ah, viens, on va sortir, on va à telle soirée, on va à telle fête, on va à tel ceci. Non, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Tu as besoin plutôt de t'entourer des gens qui vont te dire, je sais pas moi, voilà telle formation que tu peux faire qui peut t'ouvrir les portes, voilà telle autre chose que tu peux mettre en place qui va te faire avancer. Donc vraiment, s'il faut nettoyer ton entourage, nettoie ton entourage, mais mets-toi dans des conditions où tu seras concentré en fait pour réfléchir à ce que tu veux faire. Donc du coup, une fois que cet agent préfectoral-là m'a dit que si j'étais venue plus tôt, il aurait pu faire quelque chose pour moi, en même temps, j'étais triste, mais ça a fait comme une révolte en fait à l'intérieur de moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais faire tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon possible pour me régulariser. Et pour soi me régulariser, mais en fait, je voulais sortir de cette situation parce que pour moi, en fait, ce qui était plus difficile, c'était de me dire que je suis arrivée en France légalement, j'ai étudié, j'ai eu mon diplôme et malgré ça, je n'arrive pas à me prendre en charge. Ça, pour moi, c'était vraiment le plus difficile, en fait. Donc, je voulais quand même valoriser mon diplôme. Je voulais quand même m'occuper de moi financièrement, décharger aussi mes parents. Donc, je m'étais dit que soit j'allais rester en France, avoir mes papiers, ou j'allais continuer peut-être dans un autre pays. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre à la Bibliothèque des sciences et de l'industrie dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Parenthèse, si vous n'y êtes pas encore allé, faites un tour. Il y a vraiment beaucoup de ressources. J'ai vu même la dernière fois qu'ils proposaient gratuitement des cours de français. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire un tour. Et donc, j'ai commencé à aller dans cette bibliothèque-là et je suis tombée sur un forum où on parlait de l'immigration canadienne. Je me suis dit, ah tiens, peut-être, pourquoi pas. J'ai essayé, donc j'ai constitué mon dossier et le conseil qu'on m'avait donné, c'est que vu que je n'avais pas de papier, je devais constituer mon dossier en fait avec mon passeport et ma carte d'identité de mon pays d'origine. Et que si ça fonctionnait, si jamais j'étais retenue, j'allais rentrer au pays pour faire mes démarches de voyage plutôt à partir de là. Parce que si je constituais mon dossier en disant que j'étais en France, ben forcément, quelque part, ils allaient me demander en fait une pièce qui justifie que je suis en France. Or, je n'avais pas les papiers en France. Et donc, du coup, j'ai constitué ce dossier-là, mais malheureusement pour moi, ça n'avait pas fonctionné. Qu'à cela ne tienne, ça m'a pas arrêté. Par la suite, donc, j'ai commencé à travailler avec l'application que j'avais trouvée. Donc, j'étais coiffeuse à domicile. Et le problème, c'est que l'application en question me prenait 15 à 20% de commission sur toutes les coiffures que je réalisais. Mais je continuais à tresser parce que pour moi, ça me faisait une activité. C'était quand même une rentrée d'argent. C'était déjà quelque chose. Et plus tard, quand je me suis bien fait la main, quand je me suis bien fait connaître, j'ai créé en fait mon propre compte Instagram où j'allais maintenant avoir des clientes par moi-même en fait. Et là, il y avait plus d'histoire de commission. Donc, du coup, ça faisait un petit plus au niveau financier. Et c'est en travaillant comme ça que j'ai rencontré aussi d'autres gens qui m'ont, comme j'expliquais dans une précédente vidéo, il y a des mamans qui m'ont demandé par moment, est-ce que tu peux garder mon enfant? Est-ce que tu peux m'aider pour le ménage? Et tout ça, c'était rémunéré, hein, bien évidemment. Je me rappelle même une fois, j'ai tressé une dame.
et elle devait partir en vacances et elle voulait faire louer son appartement pour une courte durée, donc sous format Airbnb. Et elle m'a demandé en fait si je pouvais gérer ça. Donc, ça m'a fait aussi une bonne rentrée d'argent parce que elle a mis son appartement en location, je pense, pendant 3 semaines. Il y avait plusieurs locataires. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais remettre la clé de l'appartement aux locataires et je leur faisais visiter. Une fois qu'ils étaient partis, j'allais faire le ménage et remettre la clé aux locataires suivants. Et donc, en fait, c'est pour vous dire un peu que plus je sortais, plus je me faisais des contacts, plus j'avais des opportunités qui s'offraient à moi. Et c'est pendant que j'étais en train de tresser, de garder les enfants, de faire tout ça, que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin crucial, en fait, dans la garde d'enfants. C'est que les parents en France galèrent jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de parents galèrent pour faire garder leurs enfants. Et c'est comme ça que je me suis orientée, en fait, vers la formation de CAP Petite Enfance. Et donc, pour faire la formation CAP Petite Enfance, il me fallait soit faire un stage dans une crèche ou dans une école, soit présenter un contrat de travail avec un certain nombre d'heures définies, d'heures de travail effectuées. Et je savais déjà que comme je n'ai pas de papier, ça va être compliqué pour moi d'aller dans une crèche ou dans une école demander un stage. Donc, je suis partie sur l'option du travail. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher une garde d'enfants, mais de manière plus sérieuse en fait. Donc, je suis allée sur des sites internet et je postulais là-bas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la famille qui a accepté de me déclarer. Et moi, je crois profondément que c'est parce que j'avais ce contrat de formation dans mes mains que quelque part, ça a rassuré en fait la famille qui m'a déclaré. Parce qu'il y a une différence entre dire je suis sérieuse et poser des actes qui montrent effectivement que tu es sérieuse et tu es cohérente dans ta démarche. Donc moi, je crois que le fait de m'être inscrite pour passer un CAP petite enfance, quelque part, ça a rassuré les parents, en fait, pour qu'ils acceptent de me déclarer. Et donc, une fois qu'ils m'ont déclaré, j'ai pu avoir un contrat de travail, j'ai pu avoir les fiches de paye. Et je précise, je n'avais même pas le nombre d'heures demandées pour pouvoir passer le CAP parce que je pense qu'ils demandaient quelque chose comme 500 heures de travail effectué. Or, moi, j'avais juste 400 et quelques. Mais on m'a quand même permis d'aller composer et j'ai eu mon CAP. Donc, en fait, c'est pour dire que vraiment, il faut faire des choses. C'est pas parce que telle chose n'a pas marché pour X, que ça ne va pas marcher pour toi. Donc, non, il faut faire des choses. Et encore, le CAP que j'ai fait, ça m'a permis d'avoir des fiches de paie et un contrat de travail. Et ça, ce sont des éléments qui ont pesé lourd au moment où je déposais mon dossier, ma demande de régularisation. Je ferai une vidéo plus tard dans laquelle je t'expliquerai en détail comment est-ce que je me suis régularisée. Mais toutes ces choses, en fait, c'est pour te dire que finalement, il n'y a pas une seule manière en fait de te régulariser et que la régularisation administrative, c'est pas une ligne droite en fait. Il y aura forcément des hauts et des bas. Le parcours vers la régularisation administrative, ce n'est pas une ligne droite en fait. Il n'y a pas un seul chemin par lequel tu vas passer pour te régulariser. Mais le plus important pour moi en fait, c'est que tu continues de te battre, que tu continues d'essayer, que tu gardes en tête ton objectif et tu mets en place ce qu'il faut pour l'atteindre. Si il faut aller faire une formation, vas-y, fais une formation. S'il faut aller, je sais pas moi, apprendre une nouvelle langue, apprends une nouvelle langue. S'il faut juste faire de la lecture, peut-être même ça va être prendre des cours de cuisine, je sais pas, créer une chaîne YouTube, mais en tout cas, fais ce qu'il faut pour ne pas rester inactif. Et je dis toujours que c'est en faisant des choses que d'autres opportunités vont s'ouvrir à toi, en fait. Il n'y a personne qui est resté comme ça dans sa maison et son titre de séjour est tombé du ciel, en fait. Donc, il y a forcément des choses que tu dois faire, que tu devras faire à ton niveau pour accélérer ta régularisation. Ou même si ces choses-là ne vont pas concourir directement à ta régularisation, ça va quand même être un moyen pour toi, en fait, de t'occuper, un moyen de ne pas perdre ton temps. Parce que je dis toujours que la régularisation administrative, les démarches administratives en France sont très lentes. Donc, ne passe pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en train de rien faire, en fait. Même si ça sera un moment où tu ne pourras pas faire beaucoup de choses, il faut que quand tu te rappelles que, par exemple, il y a 2 ans, j'étais sans papier ou bien il y a 3 ans, j'étais sans papier,
que tu n'aies pas le sentiment d'avoir perdu ton temps en fait, que tu te dises par exemple, oui, j'étais sans papier, je n'ai pas pu faire ci, ça, mais quand même, j'ai profité de ce temps-là pour faire telle autre chose. Et ça aussi, ça peut être comme, voilà, un réconfort et un moyen de te dire, bah, finalement, tu n'as pas perdu ton temps. Si par exemple, tu as appris une nouvelle langue, tu vas te dire, ah, bah, aujourd'hui, je sais mieux parler espagnol. Si je n'avais pas eu ce moment-là où j'étais sans papier, peut-être qu'aujourd'hui, je ne m'exprimerais pas aussi bien en espagnol, par exemple. Donc, vraiment, maximise ton temps pour ne pas avoir le sentiment, en fait, de ne rien faire. OK? Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Encore une fois, je t'encourage, ne reste pas à la maison. C'est la pire des choses que tu peux faire. Sors, forme-toi, fais des choses, prends des cours, fais de la lecture. Mais en tout cas, fais tout ton possible pour poser des actes qui vont accompagner ta régularisation. Et moi, je te dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me laisser en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo. Et si jamais il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde sur le thème de sans-papier, n'hésite pas à me le laisser également en commentaire. Et je te dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.